Bien. Oui. Quoi ça dit recording in progress? Parce qu'on enregistre juste la Parce que quoi, je présentation. m'excuse? On enregistre la présentation pour des gens qui n'auront pas l'occasion de se joindre aujourd'hui. Il va être disponible sur le site de Tétis OK, Canada. mais là, je fais quoi pour enlever ce qui me dit que la patch blanche que j'ai, là, ça me dit got it or leave meeting. Non, Got it. Cliquez OK. OK, super. Merci. si tu dis non, tu vas partir. Je savais que c'était pas ça, mais Bon. Bon, mais je pense qu'on va commencer. Il est déjà 19h04. Alors, bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Daniel Michaud. Je vais vous faire le sommaire des changements de règlement, des règlements de compétition et des règlements techniques qui vient de World Athletics. Cette présentation-là que vous allez voir, c'est la même présentation qui a été donnée les 13 et 14 décembre dernier par Jane Edstrom en anglais. Ce que j'ai fait, moi, je l'ai traduite en français. Pour l'instant, c'est la première journée qu'on le fait. Cette présentation-là, les chances de faire le tour du monde aussi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut traduire, de taper la traduction d'un document comme ça. On ne partagera pas le document comme tel parce que c'est la propriété de World Athletics. Mais comme Serge va commencer d'enregistrer, si vous avez vraiment besoin d'aller voir certaines choses plus tard, vous aurez l'opportunité d'aller le chercher sur le site World de Athletics Canada. Ça va? Alors, ce qu'on va vous demander en premier, c'est de tout le monde de fermer vos écrans et vous mettre sur la sourdine en mute pour permettre que ça fonctionne mieux, que les diapos vont rouler beaucoup mieux. Il y a moins de bandes passantes, fait que ça va aller mieux pour tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous, vous écoutez ça sur une tablette. Alors, des fois, ça peut être un peu difficile aussi à lire certains des textes parce que ce n'est pas nécessairement des grosses polices de caractères, mais dans certains cas, j'ai mis certaines des diapos qui étaient sur une page, sur plusieurs pages, sur 2 pages, par exemple, ou 3, pour vous permettre de pouvoir lire, parce que sinon, le texte français est beaucoup plus long que le texte anglais. Alors, des fois, ça ne rentrait pas dans la case. Première chose que je vais vous suggérer en premier, c'est qu'on va aller voir comment télécharger ensemble. On va aller voir comment télécharger le document comme tel. Probablement que beaucoup d'entre vous l'avaient fait, mais je suis pas mal certain que certains de vous autres n'avaient pas encore le document complet des 257 pages ou 276, je ne sais plus là. Alors, je vais vous montrer en partageant mon écran si ça fonctionne. Comment aller se chercher. Est-ce que ça va, Serge? Tout le monde le voit? Serge, peux-tu me dire si les gens si vous voyez mon écran avec le World Athletics? C'est bon. On voit très bien. Merci. Ça, c'est la page de World Athletics, la page couverture. Alors, on s'en va dans le petit coin ici à droite, ça s'appelle Library. On va cliquer là-dessus. Ensuite, on va voir Constitution and Books of Rules. C'est ça qu'on veut avoir, les règles de compétition. Et on clique là-dessus. Après ça, ici, on a la section des compétitions. Le premier document, Competition and Rule, on l'a en anglais et on l'a en français. Alors, si vous cliquez sur le bouton FR, ça va télécharger et ça apparaît ici en haut que ça a été téléchargé et ça va vous l'ouvrir. Voici nos règles de compétition. Alors, on va fermer ça puis on va aller présenter ensuite à la présentation comme telle. Est-ce que vous voyez la présentation?
Non, faut vraiment que tu fermes ton, Là, on est ton collé lien. sur l'écran là, de tantôt. OK, c'est bon. Alors, je partage d'autres choses d'abord. Oui, il faut que tu partages ta présentation. C'est bon. Yes, Une sir. C'est présentation bon, C'est ça. bon, c'est bon. Ah, C'est ouais, bon, là? OK. Parfait. Yes. Bonne place. Alors, peut-être que dans le bout à droite, vous allez voir, vous voyez les noms des gens qui suivent la conversation. On peut toujours, quand je vais avoir du texte, moi, je ne savais pas comment ça se présenterait. Alors, il y a peut-être du texte qui va être caché. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre la petite boîte, puis la déplacer, puis la mettre ailleurs, pour pouvoir continuer à lire. Alors, c'est ce que je viens de faire. Je ne vous ai peut-être pas mon écran, là, mais en tout cas. Alors, là, la présentation a été écrite par Brian Rowe d'Australie en anglais, comme de raison. Et moi, je l'ai traduite en français. Elle va être utilisée aussi dans d'autres pays francophones parce qu'il y a d'autres qui ont l'intérêt, elle n'a pas besoin de se taper toute cette traduction-là. Alors, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que les termes qui sont là sont les termes qui sont dans le livre de règles. On ne parle pas de règlement, mais on parle de règles. Puis on ne va pas parler de passer un tour, on va faire l'impasse. On ne parle pas de courir sous protège, on court sous réserve. Ça, c'est les vrais termes du livre de règlement qu'il faut falloir s'habituer à connaître nous aussi. Alors, si je change. Bon, 2 secondes là, que je déplace ma petite case ici, là. Bon, OK. Alors, il y a un nombre important de règles qui a été changé cette année. Puis là, c'est la misère à lire moi-même parce qu'il y a toutes sortes d'affaires de mon écran, là. OK. Alors, le Conseil de World Athletics en mars a décidé de faire différents changements. Depuis ce temps-là, il y a eu différentes règles qui ont changé à différents moments de l'année. Donc, la première série de règlements qui a été changée s'appliquait le 3 mai 2023, même si on n'avait pas tout à fait été mis au courant. Ensuite, il y a eu d'autres choses ils sont allés plus tard pour faire des petits changements textuels. Là. On essaie le plus possible d'être dans les termes neutres. En anglais, c'est plus facile. En français, on est encore avec le il et il n'y a pas de terme neutre encore en français. Là. Ils travaillent là-dessus. Ensuite, on ne parle plus des ITO, mais on parle de juge-arbitre de World Athletics. Partout dans le livre, il y avait une référence à des ITO, mais maintenant, on parle de ça. Il y a toujours un certain nombre de modifications éditoriales qui sont faites, des petites erreurs qui ont glissé, on a oublié telle chose dans le passé. Puis, il y a toujours, à tous les 2 ans, il y a toujours des modifications aussi. Il y a des modifications qui se passent à tous les ans. Excusez-moi, je vais juste dépluguer quelque chose puis repluguer d'autres choses. Voilà. Bon. À tous les 2 ans, il y a toujours des règles qui sont au mois de novembre qui sont les nouvelles règles applicables. Alors, on va voir ça aujourd'hui aussi. Oups, désolé, je suis allé trop vite. Alors, première chose qu'on va discuter, quand vous allez voir du texte en vert, c'est le texte tel qu'il est écrit en caractère vert dans le livre de règles. Qu'est-ce qui est en rouge, c'est la justification pourquoi il y a un changement. Puis quand il y a du surligné, comme on voit dans le deuxième paragraphe, c'est des choses qui sont nouveaux. Au fur et à mesure que des couleurs vont apparaître, je vais vous laisser savoir qu'est-ce que ça veut dire. Ici, la règle par rapport au rapport de commissaire, c'est dans les règles de compétition, la règle numéro 20. Ce qu'on veut, c'est éviter qu'il y ait trop de disqualifications quand les gens ne finissent pas la course. Alors, ce qu'on a décidé d'ajouter ici, c'est que lorsqu'un athlète ne finit pas une course parce qu'il a, par exemple, poussé une haie, on va marquer abandon, on va marquer un DNF au lieu de marquer DQ, même si la raison pour laquelle il a abandonné, c'est parce qu'il avait déjà poussé des haies. Bon, ça, on peut être d'accord, on ne peut pas être d'accord, mais ça réduit si la personne n'a pas fini ou manifestement, ce qu'on voit dans le deuxième paragraphe, c'est qu'il a manifestement cessé de courir, même s'il a fini par atteindre la ligne d'arrivée, avec un temps exécrable qui ne sert à rien. Donc, on va mettre un DNF au lieu de mettre un DQ parce que ça ne sert à rien de rajouter des disqualifications pour rien. Et c'est surtout parce que c'est une pratique commune en Europe. Alors, on va essayer de standardiser partout, pareil, à travers le monde. Je vous rappelle, là, pour ceux qui sont peut-être qui n'étaient pas à l'Assemblée annuelle, là, mais toutes nos compétitions provinciales sont sous le calendrier de World Athletics.
Donc, il faut standardiser nos procédures. On ne parle plus de nous, on fait ça différemment ici. On fait la méthode de World Athletics. C'est sûr qu'on a le droit d'avoir des règles différentes pour les catégories plus jeunes, mais dans la règle générale, on travaille comme tout le monde à travers le monde pour que les mêmes règles s'appliquent partout. Alors, un petit exemple rapide, là, si quelqu'un frappe la deuxième haie au 110 mètres haie, bien arrête, ben, ça va être un DNF et non pas un DQ. Et si quelqu'un pousse la 10e haie, mais ralentit beaucoup, mais finit la course, bon, son temps va être exécrable, on va mettre un DNF, la même chose. Et s'il pousse la 10e haie, mais il finit en puissance, ben là, c'est là qu'on va marquer un DQ parce que son temps aurait été bon, mais il y a une règle pour l'autre règle, c'est la règle de devoir pousser une haie, mais il faut l'appliquer. Alors, c'est juste pour réduire le nombre de disqualifications lorsqu'un athlète ne finit pas ou finit manifestement finit pas de courir de façon régulière. On va passer à la prochaine. Ici, on voit les règles techniques des engagements simultanés. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est que on va parler des différents principes par rapport à changer l'ordre d'une compétition. Dans les sauts et les lancers, lorsqu'un athlète décide qu'il a besoin de changer l'ordre de compétition, le premier principe qu'on va se rappeler, c'est que sans changer l'ordre, normalement, une personne qui est absente, lorsque c'est son tour, qui n'est pas là, on fait couler la minute, on lui met une faute. Ça, c'est la règle 25.19, les règles techniques. Ça n'a pas changé. Principe numéro 2, on change les positions seulement un tour à la fois. OK? Donc, ça, c'est pas. Je vais finir, Karine, avant de répondre à la question. Ça, un tour on fait le changement seulement un tour à la fois. Le troisième principe, c'est l'athlète, il faut que l'athlète le demande. Ce n'est pas l'officiel qui va dire qu'il va le faire de son propre chef. Puis si un athlète manque un tour, puis l'officiel ne va pas changer le prochain tour parce que l'athlète n'était pas là le tour d'avant. Ah, je sais qu'il est absent, je vais le faire moi-même. Il faut que ce soit à la demande de l'athlète. Puis un autre principe qui doit s'appliquer, c'est que ça ne s'applique que pour les engagements simultanés. Alors, si un athlète a une autre épreuve, pas s'il décide d'aller à la salle de bain, puis pas s'il décide d'aller chercher sa médaille pour une autre épreuve, puis c'est l'athlète qui a fait de la demande de changement, il faut que ça vienne de lui, ça on l'a dit. Mais la partie en rouge que vous voyez, là, on veut clarifier que si un athlète est absent parce qu'il a manqué, on l'a changé son ordre, à sa demande, mais malheureusement, il n'a pas été capable de revenir. Dans ce cas-ci, ça va être, il va considérer comme renonçant à son saut, à son lancer. Autrement dit, il passe, il fait l'impasse. Par contre, s'il revient, le paragraphe supplémentaire qui a été rajouté, là, étant donné que cette possibilité n'existe que pour ce tour, tout le reste de la phrase veut dire que si la tête ne revient pas, puis à un tour suivant, ben, il n'est pas là. C'est comme un tour qui ne serait pas là normalement. On le considérait comme une faute. Parce qu'il n'a pas fait la demande au deuxième fois pour changer l'ordre. Donc, les deux principes sont là. Le principe de si on demande de faire changer un tour, mais on est absent, on passe, on fait l'impasse, on renonce à ce saut-là. Par contre, ou ce lancer-là. Par contre, si on est absent le tour suivant, ben là, c'est une faute comme normalement, parce qu'une faute, quand on est absent, c'est une faute. Karine, tu as une question? Oui, si ça ne dérange pas. Là. Dans le fond, c'est juste pour être sûr, parce que même quand j'ai fait la formation, après la formation, j'avais une question. Fait que dans le fond, si à la hauteur, l'athlète dit qu'il va passer la hauteur, à la prochaine hauteur que je monte, s'il n'est pas là et qu'il ne me l'a pas dit, c'est une faute. Puis il peut faire 3 fautes en ligne? Oui. OK. Mais est-ce qu'on peut avoir de la souplesse dans une compétition régionale ou pas nécessairement, dans le fond? Oui. Ça dépend. On parle de règles de World Athletics. Quand on arrive à des compétitions régionales, des compétitions scolaires, il peut y avoir des règles maison qui peuvent être adaptées. OK, mais au provincial, on devrait déjà les appliquer comme ça, là, sans que en sortant à ce règlement-là. C'est bon? OK, merci. OK. Donc, le paragraphe qui a été rajouté, c'est là pour corriger ou clarifier le fait que
les deux principes s'appliquent séparément. Si on est absent, puis on n'avait pas demandé de faire le tour, de changer le tour, l'ordre dans le tour, c'est une faute. Alors, dans les concours, on n'a pas. Lorsqu'on a une qualification, un tour de qualification, ça, on va voir ça cet été, lorsqu'on va avoir les championnats nationaux à Montréal. Lorsqu'il y a une qualification, puis il y a une finale qui n'est pas la même épreuve, qui est une journée plus tard ou 2 jours plus tard, lorsqu'on arrive à la finale où il va y avoir CCC, de ne pas changer, de ne pas permettre un changement d'ordre dans le 6e tour, parce que normalement, au championnat du monde et aux Olympiques, ben, on reclassifie. C'est de là que ça vient. Là. On reclassifie après le 3e tour, puis au championnat du monde, aux Olympiques, puis aux championnats continentaux, on va reclassifier encore après le 5e tour. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les gens changent d'ordre au 6e. Ça ne devrait pas nous affecter. OK, là lorsqu'on a... là, j'ai quelque chose qui bloque dans mon écran. Ah oui, bon, ça, c'est la fameuse règle où on a quelqu'un qui est à côté, un entraîneur qui est sur le bord de la clôture, qui veut montrer à son athlète une vidéo de ce qu'il a fait. On disait avant aux athlètes, on disait non, tu ne peux pas toucher l'appareil, tu peux le regarder, mais tu ne peux pas y toucher. C'est interprété différemment. C'est pour ça qu'on voit dans la ligne rouge, là, la classification vise à fournir des meilleures indications officielles techniques quant à ce qui constitue une pratique autorisée. Dans le passé, certains officiels ont été plus stricts que prévu dans l'interprétation de cette règle. Ce qu'on permet, ce qu'on veut dire, c'est que si tu es à côté de l'entraîneur, tu peux le prendre dans tes mains, la vidéo, là, puis, mais parce qu'il ne faut pas que tu le ramènes sur la zone de compétition. Donc, l'espace immédiatement, la zone immédiate à laquelle sont placées les personnes à l'origine de l'enregistrement, l'athlète peut toucher l'appareil, le regarder. C'est ça que ça veut dire. Parce que les interprétations, nous, en interprétation, on ne veut pas permettre de toucher. En Europe, il y avait deux manières de penser. Certains qui ne voulaient pas qu'on y touche, d'autres qui disaient c'est pas grave. Alors maintenant, c'est clarifié. Tu peux y toucher, tu peux le regarder, mais pars pas avec. Laisse-les là avec ton entraîneur. OK, maintenant, s'il y a un protège verbal qui est fait sur une course, puis un athlète va participer sous réserve. Bon, nous, on n'a pas souvent ça, un système de départ automatique, de départ certifié par World Athletics, là, mais si ce que ça dit, c'est au lieu de dire ça ne sera pas autorisé, on met un peu plus de flexibilité. Ça pourrait être autorisé s'il y a un système d'information. On va l'avoir probablement à Montréal l'été prochain. Donc, les starters, vous allez peut-être avoir besoin d'interprétation. Le juge arbitre de départ devra peut-être interpréter la situation. Mais ça seulement quand on a des doutes sur le système d'information sur le départ certifié. Alors, c'est pour dire que c'est un peu plus flexible qu'avant. Et ce qu'on voit ici, c'est dans la section verte là, des interprétations, on a rajouté 2-3 lignes en bas de la page. Là. On ne devrait pas s'embadrer trop de ça parce que ce que ça dit, c'est toutefois, il est reconnu que lors de temps de réaction très proche de la limite autorisée, qui est 0.1 avec les systèmes électroniques, tout mouvement peut être à peine visible si l'avis de juge arbitre de départ, une étude plus approfondie des preuves technologiques est nécessaire. Le juge arbitre de départ peut décider de permettre à l'athlète de courir sous protège sous réserve, afin de préserver les droits de toute personne concernée. On s'en sert très rarement de ce genre d'équipement-là, mais il faudra avoir une bonne raison pour ne pas s'en servir. Mais je vous rappelle le principe premier pour les juges arbitres de départ. Quand on court sous réserve, l'athlète est toujours disqualifié, sauf jusqu'à ce qu'on prouve qu'il ne l'est pas. Donc, laisser courir un athlète sous protège, ce n'est pas lui donner un temps au bout. Là, il n'y a pas de temps. On lui dit, on va vérifier, puis là, on regarde toutes les preuves qu'on peut avoir si on en a. Alors, les preuves technologiques nécessaires là, pour montrer qu'on est en bas du 0.1 seconde, là, on n'a vraiment pas de ça par chez nous. Ça fait que ça ne nous affectera pas tant que ça. Mais je rappelle le principe aux juges arbitres de départ, qui sont des fois des juges arbitres de piste.
Quand on donne, on laisse courir quelqu'un sous réserve, donc dans notre jargon, nous autres, sous protect, il est toujours disqualifié jusqu'à ce qu'on prouve qu'il ne l'est pas. OK, alors les temps manuels, ceux qui sont des anciens chronométreurs là, savent comment on arrondit les temps manuels à dixième de seconde quand c'est sur piste. Sur route, on arrondit à la seconde près. Maintenant, le mile, parce que c'est une course primée, on va arrondir au dixième de seconde. C'est une petite coche, un petit changement mineur. Mais on ne court pas souvent les miles sur route, mais ça arrive de plus en plus en Europe, alors ils ont fait l'ajustement. Ici, ce qu'on voit, ce qui est important pour nous autres, ce n'est pas nécessairement le tableau à droite, parce que le tableau à droite nous dit qu'au championnat du monde, on prend seulement dans certaines courses, partant le 1500, le 3000 steep, le 5000, seulement les 5 premiers. Il n'y a plus de temps. Là. On n'accorde plus les temps. On ne va pas regarder les 5 premiers plus les 2 meilleurs temps. Les autres, c'est les 6 premiers points à la ligne. Si tu ne classes pas parmi les 6 premiers, tu t'en vas pas en finale. Puis la partie, de note 2, de note II qui a été rajoutée, le règlement s'applique, peut s'appliquer s'il y a des places vacantes. Ben ça, c'est l'histoire du repêchage que le championnat du monde, puis peut-être qu'on va voir l'été prochain au championnat canadien, que si un des athlètes qui devait faire la finale ne veut plus la faire parce qu'il est blessé, on va aller repêcher la 13e personne, par exemple, ou la 15e, ou la personne qui était la première qui avait été éliminée pour lui donner la chance de courir parce qu'ils ne veulent pas, dans les championnats du monde ou les Jeux olympiques, avoir des trous sur la piste. Alors, c'est juste ça que ça dit, c'est que s'il y a des places vacantes, on va nous permettre de combler par des personnes qui ont fini, qui sont suivantes. Pour les épreuves de 800 mètres, ce qu'on fait jusqu'à 800 mètres, on tire les couloirs. Bon, le principe n'a pas changé. Le premier tour, c'est tiré au sort. 20.4.1 nous dit qu'on va tirer les couloirs au sort. Puis après ça, pour les tours suivants, après le premier tour, donc les tours deuxième, troisième, s'il y en a 2 ou 3, les athlètes seront classés. Puis après le classement, on va déterminer l'ordre des couloirs par les méthodes suivantes. Alors, la méthode qui était là avant a changé. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que pour les courses en ligne droite, avant, c'était les 4 meilleurs se classaient sur le couloir 3, 4, 5, 6. Après ça, c'était 7, 8, 1, 2. Maintenant, c'est un petit peu plus en forme de V. Là. C'est les 4 meilleurs vont toujours être dans les 4 couloirs du centre. Après ça, ça va être 2 et 7 et le dernier va être dans le 1 et 8. Lorsqu'on arrive aux 200 mètres, les couloirs ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est couloir 5, 6 et 7 pour les 3 premiers, couloir 3, 4 et 8 pour les suivants, et les 1 et 2 pour les derniers, ça n'a pas changé. Et la même chose pour le 400 mètres, mais les couloirs encore là sont changés. C'est 4, 5, 6, 7, 3, 8, 1, 2, dans cet ordre-là. Selon les études qu'ils ont faites dans les dernières années, c'est les couloirs préférés plus que ce que c'est. Étant donné qu'il y a une courbe, là, étant donné qu'il y a 2 courbes au 800 et 400, étant donné qu'il y a une courbe seulement au 200, ils ont décidé de changer les procédures. Donc, ça, on n'a pas souvent à voir ça, nous, comme officiels, mais comme juge arbitre, des fois, ça peut être bon de le savoir parce que si le système high-tech ne fonctionne pas comme il faut, ben, on va peut-être avoir besoin de le valider nous-mêmes. Ici, on va prendre 10 secondes là-dessus. Ce qui s'appelait réunion d'un jour, on s'appelle maintenant un meeting sur invitation. On n'ira pas plus loin avec ça. C'est juste une nomenclature qui change. Bon, maintenant, ce qu'on parle ici, la composition des équipes de coureurs de course sur route, de cours de relais, pardon. Avant, on disait pas plus qu'une heure avant la participation à la chambre qui arrive à la chambre d'appel. Maintenant, ce qu'ils ont décidé, c'est pour les championnats du monde, les Olympiques, les championnats continentaux, on va jusqu'à l'heure, on peut rechanger les participants jusqu'à l'heure où les gens rentrent dans la chambre d'appel. C'est peut-être plus facile pour eux autres au niveau des championnats du monde, avec l'électronique, avec l'informatique qu'ils ont, tout ça, pour faire les changements. C'était devenu difficile, puis on l'a vécu à Montréal en 2019.
des gens qui voulaient faire des changements en dedans d'une heure. C'était difficile à appliquer. Oups, c'est le médecin qui décide qu'il faut, de l'organisation qui décide d'un tel de peut plus participer. Entre l'heure puis dans cette période-là, il pouvait y avoir des difficultés. Ça fait que la World Athletics a décidé de changer la méthodologie. C'est une heure, c'est l'heure, au plus tard à l'heure d'appel publiée. C'est là qu'ils peuvent soumettre la nouvelle liste de participants. Peut-être que nous, aux championnats nationaux puis aux championnats provinciaux, on va garder une procédure différente parce qu'on n'a pas le même système informatique qu'ils ont aux championnats du monde. Donc, on va voir ce que ça va arriver, mais c'est pour faciliter les compositions d'équipe. Souvent, les gens soumettent 2-3 jours à l'avance les noms, puis l'autre, puis il y a quelqu'un qui s'est blessé, on veut faire le changement, puis souvent, ça se faisait même pas dans l'espace d'une heure avant, donc il fallait toujours courir après le médecin, l'organisation, quand il y en avait un. S'il n'y en avait pas, ça causait des problèmes. Mandy, tu as une question? Oui, dans le cas des relais, est-ce que ça va être le chef de la chambre d'appel qui va changer les noms ou ça va être fait avant qu'il arrive? Ben, ils vont prendre les noms qu'ils ont sur leur feuille, puis si l'équipe arrive et dit non, c'est pas ça, c'est voici ce qu'on a, ben, il va prendre ce que l'équipe va leur donner. OK, puis on transmet à ce moment-là à la direction. C'est ça. C'est Parfait. ils ont jusqu'à l'heure d'appel. Donc, s'ils arrivent et ils disent nous, on a changé, ça fait qu'on va changer. OK. Mais on verra les procédures qu'on va avoir dans nos championnats nationaux puis provinciaux, là, parce qu'on n'a pas le même genre de. On n'a pas un terminal à la chambre d'appel qui va dire que tout le monde partout va avoir les mêmes informations, ce qui est la raison pour laquelle les autres ont pu faire ça comme ça. OK, c'est bon. OK. Donc, ici, lors des compétitions dans les concours, un autre changement, c'est que tout ça veut dire simplement là, que quand, par exemple, la Diamond League, là, ils ont leurs propres règles par rapport à on ne tire pas toujours au sort. Des fois, c'est organisé selon le World Ranking. Ça fait que c'est juste un ajout pour dire que, bon, on ne va pas nécessairement appliquer les règles de tirer au sort. Et en plus, si l'athlète décide lui-même de ne pas participer dans le bon ordre, là, on applique les règles 7.1, 7.2, 7.3. On va voir ça plus tard. Pour ceux qui sont des juges arbitres, là, vous savez que quand on a un carton jaune à donner à quelqu'un, si vous n'avez jamais fait ça dans votre vie, il fallait toujours faire le règlement selon la description qui était dans la définition du juge arbitre. Ça a changé aussi. Donc, ça, c'est tout simplement pour dire que s'il y a des règles particulières dans la compétition, ça peut même être un championnat continental de tirer, au lieu de tirer au sort l'ordre des participants des concours, il va peut-être avoir un ordre établi. C'est ça que ça veut dire. L'ordre établi va être dominant. Ici, on a, pour les épreuves combinées, la pratique était que si un athlète décide, il veut continuer l'épreuve combinée, mais mettons, il s'est blessé, il ne veut pas faire le lancer du poids, mais on lui dit, fais un lancer, puis après ça, tu te retires du lancer du poids, mais tu ne te retires pas du décathlon. C'est tout simplement pour expliquer la pratique, c'est qu'un athlète qui fait prend le départ, par exemple, au 100 mètres, mais qui ne finit pas, il a participé, il a pris le départ, il peut continuer l'épreuve suivante. Il s'est retiré du 100 mètres en ne finissant pas. Si au saut longueur, il fait juste un saut puis il fait une faute, bon, ben, puis il se dit je me retire, bon, mais il s'est retiré du saut longueur, pas du décathlon, il peut continuer l'épreuve suivante. Et dans les courses, c'est facile de se retirer, c'est pour finir la course. Dans les épreuves de concours, ben, c'est au moins faire un essai. Mais aussitôt que tu dis que je me retire du saut en longueur, tu ne peux pas revenir plus tard en disant ah non, j'ai changé d'idée. Donc, aussitôt que tu te retires d'une épreuve, on se retire de l'épreuve. C'est tout ce que ça veut dire pour l'instant. C'était une pratique courante, puis là, la règle est juste pour respecter la pratique courante. Bon, ici, les tours de qualification, je ne sais pas, ceux qui se souviennent peut-être de l'Assemblée annuelle, expliquer c'était quoi un tour de qualification, puis on va en avoir cet été aux championnats nationaux. Tour de qualification, c'est lorsqu'on a des épreuves séparées, qui n'est pas la finale, qui est une épreuve pour permettre à des gens de se qualifier. Bon, au championnat national, on ne fait pas tout à fait ça comme on fait ailleurs, là, mais je vais vous donner un exemple du championnat du monde. Groupe A du lancer du poids va lancer, puis groupe B va lancer aussi. Ils sont 25 par groupe, et on prend les 12 meilleurs pour aller en finale,
qui va avoir lieu le lendemain, 2 jours plus tard, jours de même. Alors, ici, on parle des tours de qualification. C'est si on a 12 personnes qu'on décide d'amener à la finale, puis là, il y en a un des 12 qui est blessé, il est reparti, il décide de ne pas compétitionner pour une raison valable, on s'entend. Il y a une vacance, il y a une place vacante. Alors, on va essayer de faire le repêchage, aller chercher la personne, la 13e, ou lui offrir la possibilité de faire partie de la compétition finale. C'est tout ce que ça veut dire. Au championnat national, on va peut-être avoir une période de repêchage comme ça pour ceux qui sont qualifiés. Puis si on en a moins de 12, ben on va dire peut-être on va aller chercher celui qui était le premier qui était non qualifié. Mais c'est tout simplement pour ajouter une règle pour dire quand il y aura du repêchage, ça nous permet de le faire. Puis ce que vous voyez en rouge à droite, c'est qu'ils l'ont essayé, ils l'ont testé au championnat du monde cet été, puis ça va définitivement s'appliquer aux Olympiques à Paris cet été. J'ai une question, excuse-moi. Oui. Le tour de qualification, c'est pas comme quand tu disais, mettons, on prend au 800 mètres. La veille d'une compétition, il y a un 800 pour permettre à certains coureurs de soit essayer leur standard ou de se qualifier pour la demi-finale parce que l'horaire était prévu du championnat, que ça faisait demi-finale et finale. Là, c'est comme si on faisait. Il y en a qui sont comme directement dirigés vers la demi-finale, puis il y en a d'autres qui doivent passer pour la quart de finale. C'est pas ça le tour de qualification aussi? Oui. Au championnat, pour expliquer un petit peu plus en détail, aux championnats nationaux, la façon dont on procède au Canada, c'est qu'il y a déjà des gens qui ont déjà les standards nationaux. Eux autres, ils vont faire partie des demi-finales. C'est clair. Par contre, ton exemple de 800 mètres, c'est un bon exemple. Par contre, on va compléter, on n'a pas tous les qualifiés nécessaires pour faire 24 participants, mettons, on en a 20. Alors, on dit on va avoir 4 personnes qui peuvent se rajouter. Alors, on fait un tour de qualification, on fait une épreuve la première journée, mettons, on fait le 800 mètres chez les hommes et on prend les 4 meilleurs de cette compétition-là, puis on les permet de participer à la demi-finale le lendemain. Et ceux qui s'étaient déjà qualifiés, qui avaient déjà le standard, vont compétitionner seulement le lendemain. Donc, c'est ça. Puis les mêmes raisons pourraient s'appliquer là aussi. Si un des 24 qui était inscrit aux 800 mètres, dans les 3 vagues de 800 mètres, qui décide que moi, je ne peux pas courir, je suis blessé, bien, on va peut-être aller chercher en repêchage le 5e personne de la compétition d'avant, la première personne qui ne s'était pas classée pour aller à la demi-finale. C'est bon, En merci. piste, tu peux avoir plus qu'un tour. En pelouse, d'habitude, tu as juste une qualification puis une finale. Ça va? Ici, on voit les tableaux qu'on voit dans la règle technique 25.17 n'ont pas changé. La seule chose qui a changé, c'est qu'on les sépare maintenant par essai consécutif. C'est un tableau séparé. C'est peut-être plus clair pour certaines personnes, mais les minutes n'ont pas changé. Il n'y a rien de changé là-dedans. C'est juste les gens avaient de la misère à lire, apparemment, où était le consécutif. Mais là, c'est marqué en bas, consécutif. Bon, ici, ce qui est important de savoir aussi pour les sauts verticaux, là, le nombre d'athlètes restants en compétition est déterminé lorsque la barre est élevée à une nouvelle hauteur. Bon, s'il y avait 4 participants, je recule d'un, on voit s'il y a 4 participants, ben, c'est la ligne en haut, plus de 3. Ils ont tous 1 minute pour sauter en hauteur. Maintenant, il y en a 3, il y en a un qui, au dernier tour, qui tombe. Puis là, il en reste 2 qui n'ont pas sauté encore. Les autres, on est juste 3, est-ce qu'on peut avoir 1 minute et demie? Non, on va juste vous donner la 1 minute et demie lorsque la barre va monter plutôt, la prochaine fois que la barre monte. On ne change pas si à partir du moment où on est à 2,15 puis on est à 1 minute pour tout le monde, on reste à 1 minute pour tout le monde tant que la barre n'a pas changé. Puis la note 6 là, nous dit simplement qu'après avoir tout fait ces calculs-là, premièrement, ce qui est important de savoir, là, c'est qu'un essai consécutif s'applique à tout essai consécutif qui soit du même tour d'essai de remplacement ou à la même hauteur ou à des hauteurs consécutives. Donc, si c'est le dernier à sauter à 1,80 m, puis la prochaine à sauter à 1,85 m, c'est consécutif. Même si on a pris 1 minute entre les deux pour monter la barre mesurée, là, ça ne change rien. Sa définition, c'est un saut c'est des sauts consécutifs.
Puis, la deuxième partie du paragraphe explique simplement qu'on prend, si on fait nos calculs, là, essais consécutifs versus on est à 2 athlètes, on monte la barre, etc., on prend toujours le plus long des temps. L'exemple classique serait, on est à 1 minute et demie, on devrait passer 2 minutes à 1 minute et demie, mais c'est la même personne qui était la dernière à sauter à hauteur précédente, c'est la prochaine à sauter. On va lui donner 2 minutes qui est plus long que l'1 minute et demie, mais c'est le temps consécutif. Ce que ça veut dire, c'est on lui donne toujours à le droit le temps le plus long. OK, on passe les engins maintenant. On est maintenant dans les lancers. On n'a pas souvent ces problèmes-là, mais ça arrive dans les compétitions nationales. On n'acceptait pas les engins si le même modèle figurait sur les essais fournis par l'organisateur. Maintenant, on les accepte. C'est tout simplement barré. Là. Si un athlète avait un Apollo 80, puis qu'il voulait arriver, puis c'était déjà sur la liste des engins qui étaient un Apollo 80, ben, il va avoir le droit de la porter. Mais la note en rouge, c'est important aussi, c'est que ce qu'on dit, c'est que aussitôt qu'on fournit un équipement, ça ne change rien. Là. Tous les athlètes participants à la compétition auront le droit d'utiliser ton Apollo 80. Puis peut pas, l'athlète ne peut pas soumettre plus que 2 engins. Ça ne change pas. Les tirages au sort des couloirs des épreuves combinées. Pour les épreuves de 200 et 400 mètres, ce qu'on faisait avant, c'était toujours au sort, se retirer au sort. Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on applique les mêmes règles que pour le 2e et 3e tour des épreuves de piste régulières. Même si on fait juste un 200 mètres pour les platons ou un seul 400 mètres, on va les classer selon leur performance dans les couloirs qu'on a vus tantôt, c'est-à-dire que ce ne sera pas nécessairement les couloirs au hasard, ça va être des couloirs 3, 4, 5, 6, ou 4, 5, 6, 7 ou 3, 8, dépendant là, de leur de la liste de performances, parce qu'ils n'ont pas la chance de courir plus qu'une fois. Alors, on applique les mêmes règles que 2e tour ou 3e tour du 200 et du 400 à leur seule course des épreuves combinées. On leur donne les couloirs préférés, dans le fond. OK, là, ce qu'on va passer, c'est les changements de règles qui ont été appliqués très peu, là, mais juste en fonction, à partir du 14 août, principalement pour les championnats du monde. Ça va nous affecter, nous autres aussi, un petit peu. Prévoir les tirages au sort pour les 800 mètres, donc ça avait été oublié dans le changement du mois de mai. On va parler de décollage aux sauts horizontaux. On va voir ce que ça veut dire. On va parler aussi de juger les essais de la rotation de lancer dans un cercle. Puis, qu'est-ce que c'est les lacets, les objets qui tombent du corps pendant qu'une épreuve sur le terrain? Alors, ici, l'idée des sauts horizontaux, là, c'est le pied qui compte. Pas les lacets, pas les mains, c'est le pied, le soulier. Et ce qui est important de se rendre compte, c'est que si le plan vertical a été traversé à n'importe quel moment où que le pied est sur la planche, ça arrive des fois qu'un athlète va mettre le pied sur la planche, puis en tirant avec ses spikes, le bout du pied tout le pied va reculer d'1 millimètre. Là. Puis lorsqu'il décolle, il ne traverse plus la fameuse ligne de 0, là, la ligne d'appel. Ben, s'il a déjà traversé en mettant son pied au début, c'est déjà une faute. Donc, à tout moment, lorsque le pied est sur la planche, c'est une faute s'il dépasse la ligne. Et comme vous allez pu voir, là, les objets qui tombent, les lacets qui dépassent, si le texte est en vert pâle, l'intention, c'est de la position de l'avant de la chaussure ou du pied d'appel. Il n'est pas pertinent si on a brisé d'une autre manière. Okay? Donc, la main ou le bras ou une casquette ou un bijou qui tombe. C'est pas la main ou le bras qui tombe, mais le bijou qui tombe. Ou la casquette qui tombe. C'est pas important, là. Ce qui est important, c'est le pied. Bon, même chose, lorsqu'un athlète saute, comme on faisait avant, on vérifiait la plasticine. Le lacet ne laissait pas de marque sur la plasticine, mais là, c'est la même chose. On n'a plus de plasticine, on a une ligne d'appel qu'on doit respecter. Les lacets qui dépassent, c'est pas grave. Et ici, la clarification pour les lancers, c'est qu'on enlève la section, la première ligne qu'on voit qui est barrée, là,
Cependant, il n'est pas considéré comme une faute si le contact est relié sans assurer propulsion, se produisant pendant la première rotation du point situé complètement en arrière de la ligne blanche. Là. On enlève la notion qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de propulsion. On n'est pas capable de juger ça de façon adéquate pour dire il y a eu propulsion, il n'y a pas de propulsion. On l'enlève, donc les gens vont le droit de toucher sur le dessus de l'anneau. On ne vérifiera plus ou on ne jugera plus s'il y a eu propulsion ou pas. Même chose aussi pour ce qui est des lacets, des casquettes, etc. Ben, la même chose au niveau du javelot et des lancers, de tous les autres lancers. Ça compte. C'est pas important là, si le casquette tombe en avant, mais c'est pas important si le lacet dépasse la ligne, le butoir, etc. C'est un artifice. C'est pas le but de la règle. Le but, c'est pas de pénaliser quelqu'un parce que son lacet n'est pas attaché ou il a perdu sa casquette. C'est savoir s'il a fait le lancer dans la méthode appropriée. Alors, apporter une clarification importante conformément à la pratique et l'interprétation de longue date. Okay? On ne veut plus avoir l'histoire du monde qui disait la casquette est tombée, on mesure à partir de la casquette, etc. Donc, on enlève tout ça. Puis le deuxième paragraphe nous dit, bon, on ne veut plus avoir le levier de propulsion. Non? La raison pour laquelle vous voyez ça sur 2 pages, c'est parce que dans le texte anglais, c'était sur une seule page. Puis, je n'étais pas capable de le mettre sur une seule page, étant donné que les textes français sont toujours plus longs. Alors, je vous ai mis ça sur 2 pages. Ça aurait été plus simple de le voir sur une seule page, mais c'est juste pour conformer la raison pour laquelle on enlève ces règles-là. Et ici, c'est la même chose dans le texte en vert. On va enlever toute la notion relativement à la propulsion. Bon, les derniers changements on va passer un peu plus de temps dans ce qui reste, c'est les changements des règles du 1er novembre 2023. Il y a des changements importants par rapport à ce qu'on appelle la courte piste, là, les épreuves en salle, short track en anglais. Ensuite, on va encore normaliser certaines choses. On parle des qualifications. Ensuite, on va voir aussi tout ce qui est le nombre de standardisation par rapport à une certaine ponctuation. Puis, il va ici avoir des règles qui vont changer par rapport à des règles comme je disais tantôt, il y a les nouvelles règles par rapport à tout ce qui a rapport à les cartons rouges ou les cartons jaunes de discipline. Ça a tout été enlevé de la section des juges arbitres et mis dans la section 7, la règle 7, qui est plus appropriée. Si on lisait la règle 18 des juges arbitres, il y avait une grosse partie qui parlait de discipline. Puis, discipline, ce n'était pas dans la définition d'un rôle d'un juge, mais c'est plutôt dans les règles à appliquer. Puis, à tous les 2 ans, bien, il y a toujours des modifications qui se rajoutent, des gens qui font des propositions de changement. Et ces changements-là sont adoptés, bon, évidemment, le 1er novembre, sont acceptés, sont disponibles, sont publiés. Alors, ce qu'on va voir ici, le rôle d'un directeur de compétition, là, je ne vous lirai pas tout ça parce que c'est tout nouveau. C'est tout un détail qui n'existait pas avant. Il y avait très peu de détails sur les directeurs de compétition. Maintenant, on en rajoute. Il y avait des gens qui le faisaient, toutes ces activités-là, mais ils n'étaient pas listés nulle part. C'était qui le rôle, etc. Là, maintenant, c'est juste pour être beaucoup plus précis sur le rôle d'un directeur de compétition. Et si vous prenez le livre de règles, là, dans les règles de compétition, vous allez voir qu'on parle d'un directeur de compétition, mais on parle aussi des rôles particuliers dans ces choses-là. Que nous, on applique, on confond. On met 2-3 jobs en même temps. Là. Je vais rapidement dans mon livre là, pour vous expliquer ce que je veux dire par là. C'est qu'on parle de directeur de compétition, puis il y a le directeur de la réunion. Nous, nos pétitions, on n'a pas 2 personnes. On en a une qui fait. On a la même personne qui fait tout ça. Mais là, maintenant, dans les compétitions importantes, là, le directeur de compétition et le directeur de réunion, ils ont des tâches différentes. Alors, vous pourrez aller voir ce que c'est. Mais pour nous autres, c'est comme un mélange des deux. Et voilà ici ce que je disais par rapport au juge arbitre. Une grande partie de la règle 18.5 de compétition, c'était pas une règle, ça par rapport aux infractions de comportement antisportif. Alors, ça a tout été déplacé dans la règle 7 qu'on va voir un petit peu plus tard.
Puis là, ce qui reste, vous voyez le texte en noir, là, le juge arbitre compétent aura le pouvoir d'avertir ou d'exclure de la compétition tout athlète ou équipe de relais conformément à la règle 7 des règles techniques. Donc, on ne fera plus de carton jaune avec le numéro 18.5, là, parce que c'est plus là, c'est rendu dans la série de tout ce qui a rapport aux règles d'avertissement, de comportement, de disqualification, de conséquences sur les disqualifications. Tout ça, c'est dans la règle 7 maintenant. Et la règle de compétition 18 couvre désormais presque entièrement les pouvoirs, les devoirs des juges arbitres, plutôt que d'inclure également certaines questions d'exclusion et la manière de les traiter. Je ne sais pas si parmi vous autres, ceux qui ont des juges arbitres, là, si vous avez eu à déjà donner des cartons jaunes, vous allez juste aller voir où ce que c'est maintenant. Oui, Gilles, tu as une question? Oui, quand on parle d'exclusion d'athlètes, tout ça, est-ce qu'on peut aussi exclure un entraîneur du stade parce qu'on le vise, par exemple, qui nous dérange dans le fonctionnement et puis n'écoute pas nos directives? Oui, quelques livres de règlement, ça a été rajouté, là, que disait que c'était toute personne, c'était pas juste les athlètes qui pouvaient être susceptibles d'avoir un carton jaune et un carton rouge si nécessaire. Oui, Gilles, c'est dans les règles. C'était depuis un bout de temps. On peut exclure quelqu'un, on peut montrer un carton. J'ai fait ça une fois dans ma vie, montrer un carton jaune à un entraîneur. Moi aussi. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais il a fallu qu'on lui explique. Mais oui, effectivement, des fois, des gens qui sont... première chose que tu fais, le concept de donner un carton jaune, c'est parce que tu avais déjà averti la personne verbalement que quelque chose n'était pas correct. Par exemple, dans les cas antisportifs, là. Puis après ça, après que l'athlète refait la même chose ou a des propos déplacés, là, tu vas lui donner un carton jaune, puis encore, un carton rouge va venir plus tard s'il faut, là. Mais la même chose devrait s'appliquer à un entraîneur. Avant de donner un carton jaune à un entraîneur, on va aller dialoguer avec la personne. On n'est pas des robots, on va dire c'est un carton jaune tout de suite, là. Et ensuite, on verra. Ça va? Répondre à ta question? Oui. C'est bon? OK. Ici, on a une nouvelle abréviation dans les règles de 25.4 qui nous dit maintenant, si quelqu'un va passer au tour suivant par tirage au sort. Je vais vous expliquer un cas, pourquoi c'est arrivé. Sur la pelouse, les compétitions, les concours. Lorsqu'on a une égalité en dernière place, on prend tout le monde. On a parlé de tour de qualification, on en prend 12 pendant la finale. Il y en a 2 qui sont ex aequo, on va les prendre tous les deux, pas de problème. Sur le terrain, sur la pelouse, ça ne pose pas de problème. Par contre, sur la piste, quand on a 8 couloirs, on ne peut pas en mettre 9. Alors, on dit, mettons, les 2 premiers, les 3 premiers et les 2 meilleurs temps. Si les deux, s'il y a les deux, le 8e temps, la 8e personne, là, qui devait faire, ils sont 2, ils sont ex aequo, on regarde au millième de seconde, ils sont encore ex aequo. La règle nous dit qu'on doit tirer au sort parmi les 2 qui va aller en finale. Et ça, la réalité est que c'est arrivé au championnat du monde. Moi, j'ai été témoin de ça au championnat du monde intérieur l'année passée, à 2 ans maintenant, à Belgrade, où il y était 2 athlètes aux 400 mètres. Là. Il y avait 6 couloirs, on n'avait pas le choix. Les 2 derniers athlètes, 6e et 7e, avaient le même temps, exactement le même millième de seconde près. On a mis les 2 noms dans un chapeau, tiré au hasard, puis celui qui était tiré, c'est lui qui a fait la finale. Alors maintenant, il y a une nouvelle. C'est juste pour dire qu'il y a une abréviation supplémentaire pour quelqu'un qui est avant, qu'on va le mettre suivant le tirage au sort. OK. Maintenant, le CIT, tout ce que ça veut dire, c'est qu'un CIT, maintenant, la ligne, ce qui est en caractère gras nous dit que le CIT peut être virtuel ou soit physique ou soit une combinaison des deux. De plus en plus, on permet aux gens de s'enregistrer par texto. On permet aux gens d'envoyer un texto au CIT pour leur dire, moi, j'ai un protège à faire, j'ai une réclamation, excusez le mauvais terme, à faire. Donc, ça peut être un mélange des deux, tout simplement pour dire que des championnats du monde, ils ont appliqué ça cet été à Budapest. C'était vraiment
un mélange des deux. Les gens pouvaient ne pas se présenter au CIT s'il y avait une réclamation. Ils pouvaient le faire en ligne. Ici, on a les tours de compétition, le repêchage. Ben, on en a parlé tranquillement une couple de reprises. Là. Ce que ça nous dit ici, c'est la règle 4.2.4.2 nous dit que si tu es qualifié un tour de qualifié après un tour de qualification dans une épreuve, tu dois participer à la finale. Okay? Si tu décides de ne pas participer, ben là, à moins d'avoir une raison valable, comme une raison médicale, etc., là, il va y avoir une sanction. Là, ce qu'on dit, c'est que si tu es le 13e, mettons, puis on t'offre de participer à la finale parce que un des 12 premiers il a décidé de ne pas participer parce qu'il est blessé, tu ne seras pas pénalisé si on va au repêchage et on te dit veux-tu participer puis tu dis non, ben c'est pas la même chose. Pour toi qui t'es qualifié, tu n'es pas qualifié, on t'offre la possibilité, tu peux refuser, puis ça ne te pénalisera pas. Et là, on va le voir, là, les tours de repêchage ont commencé au championnat du monde l'été passé, puis on va le voir à Paris. Ils veulent s'assurer qu'on a tout le monde, qu'il n'y ait pas une compétition avec un couloir vide, puis qu'il n'y ait pas une compétition où on a 10 athlètes au lieu de 12 au lancer du poids. Ils veulent que les terrains soient pleins et les courses soient pleines. C'est plus facile pour eux autres de faire un processus de repêchage avec les méthodologies électroniques qu'ils ont qu'on n'a pas toujours dans nos compétitions. On verra peut-être ça au championnat national cet été à Montréal. Peut-être la sélection olympique, je devrais dire. On va peut-être le voir, je ne suis pas sûr, mais vous allez sûrement le voir quand vous allez écouter les Olympiques l'été prochain. Ici, là, tout ce qu'on appelle avertissement et disqualification est maintenant fait partie de la règle numéro 7. Donc, ça, c'est remaniement. Ils ont une nouvelle règle qui s'applique. Le 7.1 a été une refonte. Le 7.1 devient, l'ancien 7.1 devient 7.2, puis 7.2, 7.3, etc. Là. Alors, tout ça pour dire que si vous êtes un juge arbitre, allez lire ces informations-là par rapport aux règles d'avertissement et de disqualification qui nous donnent la méthode à faire. Qu'est-ce qui s'applique quand? Je ne passerai pas énormément de temps parce que les cartons jaunes, on n'en donne pas souvent, puis il faut être vraiment ferré pour savoir comment ça fonctionne. Donc, on pourra regarder. Si vous êtes juge arbitre, c'est à vous à faire cette tâche-là. Vous regarderez, vous lirez vos règles. En passant, là, j'ai oublié de le mentionner au début. Je vous ai montré comment télécharger les règles. Là. Il n'y aura pas de livre. World Athletics ne produira pas des livres parce qu'il peut changer de règles de façon ponctuelle. Et donc, puis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le document document PDF que j'ai téléchargé tantôt, si vous avez déjà fait. Vous allez voir qu'il n'y a plus de deux barres à l'intérieur de chaque côté, là, ou un bar ou l'autre, pour dire voici les nouvelles règles. Puis, il n'y a pas de caractère gras comme je vous ai fait ici. Là. Donc, il va falloir que tous les gens, une fois qu'il y a des nouvelles règles, une fois au moins à tous les ans, on relise nos règlements pour être assuré qu'on les connaît tous. Alors, excusez. Ici, l'important, là, c'est que c'est pour ceux qui se souviennent de l'ancienne règle par rapport à carton jaune d'une équipe de relais. Si un athlète dans une équipe de relais avait un comportement antisportif, c'était l'équipe qui était pénalisée et pas l'athlète. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on fait les deux. L'athlète va être. L'équipe va être pénalisée. C'est un carton jaune. Mettons un comportement antisportif, un départ, l'athlète fait avorter un départ, peu importe ce qui serait l'équivalent de donner un carton jaune à l'athlète, l'équipe le reçoit et l'athlète le reçoit. Avant, c'était dans une équipe, c'est l'équipe qui l'a, l'individu n'était pas touché. Maintenant, ça veut dire que l'individu aussi. Et si l'individu arrive dans une compétition et il y avait déjà un carton jaune pour une autre épreuve, qui arrive au relais, puis un carton jaune pour le relais, bien, ça te fait un carton rouge. Alors, on va voir un peu ici. Je ne vais pas tout lire les exemples. Là. Vous pourrez les revoir si vous allez voir la présentation, parce que c'est toutes des affaires qui nous disent qu'est-ce qui se passe là. Mais un athlète qui commet 2 infractions, comme c'était avant, il va avoir un carton jaune suivi d'un carton rouge, ça ne change pas. Un athlète qui fait. Le point 7.2, je vais vous le lire pareil, là.
Cela est important parce que si c'est pour une autre chose, par exemple, l'athlète est disqualifié pour un 16,8, c'est-à-dire un faux départ au 100 mètres, il a eu un carton rouge, mais c'est un rouge/noir, là. On s'entend, c'est pas le même rouge, là. Il peut courir le 200 mètres. C'est pas un problème. C'est pas un carton d'antisportif, c'est un carton de faux départ. La distinction est très importante. Ensuite, ce que vous voyez, YC, là, c'est yellow card, là, carton jaune. Si un athlète est. La règle 16,5 là, du troisième point, là, ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a avorté un départ. Fait avorter un départ. Donc, ce n'est pas une question de faux départ, c'est une question d'antisportif. Donc, si un athlète avait déjà 2 infractions dans une course de 100 mètres, ben, il va être disqualifié du 100 mètres, puis il va pas plus. Il est disqualifié du reste des compétitions aussi, parce qu'il ne sera pas autorisé à faire rien d'autre. Alors, ça, c'est les genres de questions que les gens avaient. Là. Ces questions, voici la réponse. Oui, c'est correct de dire que quand on combine le 7.4 avec le commentaire qui est en vert, oui, l'athlète va avoir. Ils peuvent concourir. L'athlète a reçu. Bon, excusez, là. Je suis en train de courir, de faire 2 choses en même temps. Là. J'ai dit je le sauterais, puis je suis en train de vous le lire. 7.4 combiné. Le commentaire en vert indique que la disqualification due à 2 infractions à la règle 7.4 exclura l'équipe de relais de la compétition ultérieure. C'est-à-dire, oui, ça ne change pas. Et si un individu possède déjà un carton jaune individuel et qui est responsable d'une 2e infraction pour l'équipe, alors cet athlète sera exclu pour le reste de la compétition. Il y avait déjà un individuel, celui de l'équipe, c'est lui qui a causé le problème, donc l'individuel, il se rajoute à son propre individuel, donc il va être disqualifié de la compétition. Puis je vais vous exclure les scénarios, là, tout simplement pour dire qu'on a déjà. C'est les mêmes scénarios pour nous dire que l'équipe. Ce qui est important de retenir, c'est qu'un carton jaune à un athlète dans une équipe s'additionne à l'athlète individuel. Bon. Les réclamations reliées au classement de course. S'il y a un classement d'une course qui est questionnable, par exemple, on a mis le 3e, puis on pense qu'il est 2e, toutes ces actions-là, on va demander au juge en chef de l'arrivée, j'ajoute la photographie d'arrivée, de trancher. Ce n'est pas au juge arbitre de piste de faire ça. Parce que le juge arbitre, ce n'est pas lui qui était élu. C'est le juge arbitre c'est le juge en chef de la photographie d'arrivée qui va trancher les questions quand il y a des réclamations de classement de course. Là, le juge arbitre de piste peut être là s'il veut, là, mais ce n'est pas lui qui va trancher. Dans les épreuves de marche, on rajoute juste, de piste ou de marche. Lorsqu'un athlète fait une demande de courir sous réclamation, c'est-à-dire qu'il sous réserve, on va lui montrer maintenant un carton rouge et blanc. Pour dire, quelqu'un décide de courir sous réclamation. Dans notre jargon, nous autres, je vous rappelle, ça veut dire courir sous protège. On va lui montrer un carton rouge et blanc. Et on va le laisser participer. Il faut avoir des bonnes raisons. C'est la décision du juge arbitre de départ ou du juge arbitre de piste s'il n'y a pas de juge arbitre de départ. Puis je vous rappelle que dans les résultats, l'athlète est toujours disqualifié et il va être juste remis si on est capable de prouver qu'il a raison. Donc, dans nos compétitions nationales, lorsqu'on a une vidéo, on est capable de regarder peut-être, mais règle générale, lorsqu'un athlète court sous protège, il faut être ferré pour être capable de faire changer d'idée. Nous faire changer d'idée, il faut avoir des preuves. Si les starters ont décidé qu'il y a une disqualification puis que le juge arbitre le laisse courir parce qu'il y a un doute, il faut qu'il soit capable de. Le doute, il peut être là, mais il faut être capable de prouver que l'athlète a raison. Ici, ce qu'on nous dit, c'est réclamation. Oui, Mandy, tu as une question. OK, j'enlève mon doute. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas mon rôle, mais en général, des fois, on voit un faux départ. Est-ce qu'un coach qui l'a enregistré sur son téléphone, ça compte? Quand tu fais une réclamation, toute information, tout indice, toute preuve peut être acceptable. C'est pas juste la vidéo de la compétition. Si tu regardes la vidéo, l'entraîneur te montre une vidéo qui prouve qu'il a raison, je n'ai pas de problème à changer d'opinion. Là. OK. C'est beau. Ben, il y a un processus par contre.
Par On contre, va pardon? pas- Il y a un processus. On ne va pas juste aller sur le bord de la clôture, puis regarder, puis dire, ah, ben OK, on va laisser courir la course. On va laisser la course se dérouler. L'idée de courir sous réserve, c'est de ne pas ralentir le flot de la compétition. OK, Donc, c'est laisser beau. l'athlète courir sous réserve, il est toujours disqualifié. On regarde la vidéo après, quand on a le temps. Puis si on voit que la preuve est tangible, ben là, on va le remettre. C'est pour ça qu'on va le dire. On va toujours dire au juge de photofinish de prendre le temps, mais on ne le publie pas parce qu'officiellement, il est disqualifié jusqu'à preuve du contraire. Et si cette preuve vient d'une vidéo qu'un entraîneur a fournie, moi, je n'ai pas de problème avec ça. En autant que la preuve soit évidente. Là. Ça répond à ta question, Mandy? Oui, monsieur, parfait. Daniel, j'aurais une question, moi. Oui, Lorsqu'ils sont une course sous réserve, là, ça veut dire ça que l'on donne le temps à l'athlète aussi, puis l'ordre d'arriver? Ou bien non. s'il fait juste courir comme ça, là, puis ça fait qu'il n'y aura pas de résultat du tout? Il n'y a pas de résultat parce que si on ne lui avait pas donné de courir sous réserve, il aurait été disqualifié, il n'aurait pas couru. Là, on le laisse courir. Une course sous réserve, là, c'est pour respecter tous les droits de tout le monde, incluant celui qui a été disqualifié s'il a été disqualifié en erreur. Donc, mais tant qu'on n'a pas prouvé qu'il a été disqualifié, qu'il était disqualifié en erreur, on considère qu'il est disqualifié. On le ramènera dans les résultats si on est capable de prouver qu'il y a eu une erreur. La responsabilité du juge arbitre de départ, elle peut avoir, il y a trois réponses à quelqu'un, un athlète qui se présente et qui dit « Moi, je veux courir sous protège ». Un, tu peux dire non. Si c'était évident, puis ça, on a des preuves de ça. Gilles là, pourrait vous le dire. Il y a un championnat national en 2018 à Ottawa. Ici, il y avait un athlète qui est parti un 1000 avant tout le monde, puis il a demandé de courir sous protège, puis Gilles il a dit non. Et avec raison, parce que c'était vraiment un faux départ évident. Tu peux permettre à un athlète de courir sous protège ou tu peux permettre à un athlète de courir, de changer la décision des starters. Encore là, il faut que tu sois ferré, puis tu aies des preuves pour montrer que la décision des starters n'était pas bonne. Ça, c'est les trois options. Mais l'option 1 de ne pas laisser courir, c'est clair. L'option 3 de laisser courir, là, il va y avoir un temps. L'option 2 de dire tu cours sous protège, tu n'as pas de temps tant que on n'a pas le droit de prouver que tu avais raison. Ça va? Merci. OK. Ah, ici, ben, je n'ai pas eu le temps de répondre à cette partie-là, là, mais les réclamations, donc le mot protège, là, les réclamations reliées au départ, si un starter n'a pas rappelé un faux départ, les seules personnes qui peuvent protester ou faire une réclamation, c'est ceux qui ont fini la course avec un effort de bonne foi. Si quelqu'un dit, moi, là, j'ai arrêté parce que je suis sûr qu'il y avait un faux départ, non. Tu aurais dû courir puis revenir plus tard et dire, hey, je pense qu'il y avait un faux départ. Parce que n'importe qui pourrait dire un faux départ. Là. Alors, la règle, cette section-là a été rajoutée pour dire qu'il fallait que tu aies fait un effort de bonne foi et pas juste sortir des blocs et dire, bon, moi, je suis pas couru, je pensais qu'il y avait un faux départ parce que il faut avoir fait l'effort pour être capable de dire je veux faire une réclamation. Ici, on va parler de quelqu'un qui dérange dans le départ. Puis ça, on en voit de temps en temps. La section 16.5, là, 1, 2 et 3, ça, c'est. Vous allez voir en bas, c'est marqué le starter n'interrompt pas le départ. Là. Il n'y a pas de coup de pistolet encore. C'est un athlète qui, soit avant le coup de feu, interrompt le départ en levant la main, soit, puis il n'y a pas de raison valable, soit qu'il n'observe pas les commandements, il est dans son bloc et il ne bouge pas. On s'entend aussi si c'est une question de son, etc. Là, on est capable de s'adapter. Puis on est aussi capable de s'adapter si c'est un championnat scolaire, les athlètes à l'élémentaire, puis ils ne savent pas c'est quoi les règles. Là. On comprend ça aussi, mais on est un championnat provincial, on devrait savoir c'est quoi à vos marques près. Puis après les commandements à vos près, si l'athlète dérange un ou plusieurs athlètes participants de la course faisant du bruit, un mouvement ou toute autre action qui induit le participant à commettre ce qui aurait été en l'absence de cette perturbation au faux départ, le starter interrompt.
On a vu ça, c'était à la classique Héloïse, une athlète qui a sauté, qui a jumpé, si on utilisait l'anglicisme, qui a fait un soubresaut, puis les deux athlètes à côté sont partis. Alors, c'est l'athlète qui est entre les deux qui a été pénalisée parce que c'est elle qui a causé il n'y avait pas eu de pistolet, là. C'est elle qui a causé la perturbation. À ce moment-là, moi, je lui ai donné un carton jaune de conduite antisportive à cet athlète-là. C'est ça que ça dit, c'est que si à l'absence de perturbation, il y aurait eu un départ, parce que cet athlète-là a fait une perturbation, on n'a pas eu de départ, normalement, il y aurait eu un départ, mais à cause de cette perturbation-là, on a arrêté le départ et on a pénalisé l'athlète qui devait être pénalisé. Ensuite, la suite de ça, c'est que, bon, la ligne barrée, c'est qu'on ne parle plus de 18.5, on parle de 7.2. Ce qui est important, je vais vous lire la section, ce qui est écrit en rouge, là, parce qu'on veut s'adapter partout dans le monde pour avoir les mêmes façons de penser et la même façon de travailler. Cette règle a été interprétée de manière différente par différents officiels agissant en tant que juge arbitre de départ, dans certains cas starter, à travers le monde. Les juges arbitres de départ ont averti les athlètes d'avoir bougé parfois très légèrement sans déranger les autres. Pas une faute, ça. Après que les athlètes aient interrompu le départ ou parfois lorsque le système rappelle automatiquement les athlètes. Si un athlète est disqualifié pour avoir commis un faux départ et qui n'est pas la conséquence du mouvement d'un autre athlète, aucun avertissement ne doit être donné à l'autre athlète. Autrement dit, si un athlète a bougé, mais que ce n'est pas ça qui a fait partir l'autre à côté, celui qui a bougé ne devrait pas être pénalisé, c'est l'autre qui est parti. Cause à effet, là. Si la cause n'est pas là, ce n'est pas cause à effet, on ne pénalisera pas un athlète qui a bougé juste parce qu'il a bougé. OK. Ceux qui sont des athlètes, des officiels de piste, là, quand on parle de mettre un pied versus d'en mettre plus qu'un pied, on dépasse la ligne juste sans toucher on touche la ligne. Tout ça a été réécrit. Je ne vous les lirai pas toutes, là. Mais ce qui est important, là, c'est le 4e paragraphe. Rien n'a vraiment changé par rapport à l'intention du règlement. Mais nous espérons qu'une nouvelle présentation aura plus de sens. Ce sera plus facile à comprendre. Parce qu'on parle de 2 sections. On parle dans certaines courses, en ligne droite, pas ligne droite. On est dans une course où il y a des couloirs, pas de couloirs. Pour certaines personnes, c'est difficile à interpréter. Alors, ça a été réécrit, vous irez lire ça. Moi, je pense que c'est plus facile à lire, là, mais ça, c'est mon opinion à moi. Les règles, la structure n'a pas changé, là. Les règles n'ont pas changé, c'est surtout qu'on veut être plus facile à lire. Puis surtout parce que quand on dit à un athlète, un entraîneur, ton athlète a été disqualifié sur la règle 17.4, puis là, il va lire la 17.4 puis il ne comprend pas, là, faut que tu lui expliques. Ça va peut-être éviter ce genre de notification-là parce que c'est plus clair. Et celui qui devrait conduire le zéro test avec les starters, ça devrait être le juge arbitre de départ, pas nécessairement le juge arbitre de piste, parce que ça a rapport au départ. Tout ça, c'est juste pour dire ça. Puis s'il n'y a pas de juge arbitre de départ, on prendra le juge arbitre compétent pour les zéros de course ou de marche. Bon, le temps lu sous la règle, alors ça, on l'a vu tantôt, là, le miles. Pour les courses, où sera pas long, Jules? Pour les courses, on a vu ça tantôt, là. Ce qui est important, c'est que lorsqu'une course est organisée, qui normalement aurait dû être dans un stade, mais est organisée sur route, l'exemple du mile couru autour autour d'un stade, là, peu importe la raison où ça a lieu, là, on va arrondir la photographie d'arrivée, s'il y a un photofinish pour une course sur route, ben, on va la mettre au centime de seconde. On l'a vu tantôt pour le manuel, mais c'est la même chose pour la photographie d'arrivée ou pour le miles. Oui, Gilles? Oui, c'est un petit peu technique, mais je veux revenir au zéro gun test, là, au test zéro. Oui. Et d'un endroit à l'autre, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, c'est-à-dire qu'à des endroits, une fois que le test est fait, le juge arbitre de départ signe la feuille en disant oui, tout est conforme, tout est correct, on met ses initiales, je mets mes initiales et tout ça. Puis à d'autres endroits, là je parle entre autres des championnats provinciaux ou les championnats nationaux.
À d'autres endroits, c'est pas nécessaire, il n'y a aucune confirmation écrite que le juge arbitre des départs a confirmé que tout est correct. Alors, Ouais. qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait être conforme partout? On devrait être, comment je pourrais dire, travailler de la même façon partout? Ben, Est-ce que tu ça, comprends c'est ma une bonne question? question. C'est une bonne question, puis c'est quelque chose qu'il faudrait, oui, effectivement. C'est comme la validation des Ouais. mesures sur les lancers, les lancers longs ou les sauts sauts horizontaux lorsqu'on se sert d'un prisme. La même chose, il y a des procédures qu'il faut mettre en place, qu'il faut standardiser. Un peu comme on parlait tantôt, on veut s'assurer que tout le monde fasse la même chose partout. Alors peut-être que ça, c'est une chose que World Athletics devrait mettre en place, une procédure standard, puis le répertorier quelque part, comment on fait, puis qu'est-ce qu'on fait. Et comment Mhm. on rapporte tout ça. OK, en tout cas, à discuter. Oui, merci. OK. Alors, on va aller voir maintenant les classements par rapport à la composition des séries. Encore là, quand on a le Diamond League, par exemple, ou d'autres compétitions de ce genre-là, les pratiques sont différentes de ce que les règles typiques qu'on a pour la composition des séries, par exemple. Donc, on a 24 athlètes aux 800 mètres, on va les classer de façon X, Y, Z selon nos règles, nous autres. Ben, peut-être que Diamond League va avoir une règle différente. C'est pour ça que le texte en vert dit maintenant, sauf si la réglementation applicable en dispose autrement. Au moins, pour les grandes compétitions, la répartition des athlètes se fera sur la base des meilleurs temps réalisés par chaque athlète dans des conditions valables, etc., etc. Alors, c'est peut-être que le Diamond League fait ça différemment, peut-être que. Mais ça nous applique. Ça nous touche pas tellement, nous autres. Mais si on a des règles. Ça voudrait dire aussi que si on a des règles au niveau du championnat scolaire provincial, mettons, de faire des choses différemment, on pourrait appliquer nos propres règles. On pourrait les appliquer si ça existe pour des bonnes raisons. OK, tirage au sort des couloirs. Au 800 mètres, ben, ça a été oublié la dernière fois. Ça fait que le 800, c'est la même chose que le 400. Encore là, sauf si la réglementation change. Par exemple, l'exemple qui est montré là, c'est utilisant les positions actuelles dans le classement mondial d'athlétisme pour reclasser les athlètes dans les couloirs. Dans certaines compétitions, c'est ça qui arrive, particulièrement dans les compétitions en Europe. Donc, et surtout le Diamond League, là, il y a leurs propres règles. Donc, ça ne nous touche pas vraiment, mais c'est là. Ici, on parle de passer le témoin dans une course relais. Ce qui a été rajouté, là, c'est juste la règle 17.3.2 des règles techniques, c'est quand quelqu'un sort dehors de son couloir. Donc, dans la partie verte, l'interprétation des règles, on dit juste qu'il peut s'avérer nécessaire que lorsqu'une transmission de témoin à la tête pose un pied en dehors de son couloir assigné à l'intérieur de la zone de transmission sans en tirer avantage applicable ou est gêné d'autres athlètes, ben, on va appliquer les règles telles qu'on les appliquerait normalement sur une course. C'est pas compliqué, là. Si un athlète et puis en plus, il pourrait faire il pourrait aider, l'obstruction à l'athlète à côté de lui s'il change de voie. OK. Maintenant, on est dans les pratiques pour les épreuves de concours. La raison pour laquelle c'est jaune, en plus d'être rouge, c'est qu'on en devrait toujours faire les réchauffements, les périodes d'échauffement avec les engins devraient être utilisés seulement dans les cercles ou sur la piste d'élan du javelot. On ne devrait pas permettre aux athlètes de partir et de dire, moi, je vais aller dans le champ tout seul, là, ou en gang. Ce n'est pas sécuritaire. On peut dire, on peut mettre du monde à côté, on va surveiller, mais il y en a toujours qui sont 20 mètres en avant des autres, là. La règle est claire. Aux championnats provinciaux, on va s'assurer que maintenant, que dans les lancers du poids, le disque et le marteau, ça se fait seulement à partir du cercle pour l'échauffement. Puis la même chose pour le javelot, ça se fait seulement à partir du piste et de la zone de piste d'élan.
On a appliqué ça aux Jeux panaméricains, personne n'a rouspété. On applique ça, il applique ça dans les championnats du monde, il applique ça dans les Olympiques, il n'y a personne qui rouspète. Donc, on va l'appliquer partout parce qu'il y a eu des incidents d'athlètes quand on les laisse aller tout seuls dans le champ, ils vont tous aller à la même vitesse en même temps, mais ils ne vont jamais tous à la même vitesse en même temps. Puis des javelots, ça peut causer d'énormes dangers, d'énormes blessures à des gens. On en a vu dans le passé. C'est une question de sécurité. Absence durant une compétition, ça, on l'a vu tantôt, là. Un athlète qui décide de quitter la zone immédiatement sans avertir le juge que je m'en vais, je suis parti, là. Et normalement, on ne permet pas ça. Puis si la tête n'est pas là quand le temps est prévu, puis sa minute est passée, bon, on lui donne un essai. On l'a vu ça tantôt. Mais on veut que tout le monde l'applique de la même façon. Tu sais, 2 secondes là, que je bouge la ligne ici, qui est au milieu de mon terrain. Si par la suite un athlète n'est pas présent pour un essai en particulier, celui sera considéré comme un échec une fois que le temps prévu pour cet essai se sera écoulé. Donc, c'est tout simplement la même la règle qu'on appliquait, mais qu'on devrait tous appliquer pareil, plus clarifiée, plus clair, mettons. Et on dit aussi, il ne faut pas oublier quand les cas d'épreuves simultanées, ben, c'est pas pareil. Une épreuve simultanée, on l'a vu tantôt, un athlète qui fait une demande de changement d'ordre, puis qui n'est pas là lorsque l'ordre quand il a demandé de changement, c'est une passe, alors que c'est un essai s'il n'a pas fait de demander. C'est une faute. Il n'a pas demandé de faire un changement d'ordre. OK. Et ici, la perche, pour ceux qui font des sauts verticaux, vous allez être content d'apprendre que ce qui est rajouté en bas de page, là, c'est une fois que le délai alloué à l'essai a commencé à concourir, il n'est plus permis de modifier la position de la base transversale. Autrement dit, aussi qu'on nomme un athlète, le temps commence, sa minute commence. Il dit non, j'ai changé d'idée, moi je veux 65 au lieu de 55. C'est trop tard, le temps a commencé. On ne permet plus le changement. Il y a eu tellement de situations où les athlètes demandent de changer, il reste 15 secondes, les officiels se dépêchent à changer les poteaux de place, la barre tombe, l'athlète dit pas ma faute, c'est vous autres qui avez fait tomber la barre, donnez-moi du temps. On ne le permet tout simplement plus. C'est simple. Et ça aussi, c'est une chose qu'on a appliquée au championnat du monde et au championnat panaméricain, aux Jeux panaméricains, puis les gens comprennent si on le dit à l'avance. Bon. Bon, utiliser la perche d'un autre sans la permission, c'est pas permis. Puis on voit les règles de 7.4 et 7.3, pardon, 7.1 et 7.3, c'est des règles en conduite antisportif. Bon, ben, on va les appliquer parce qu'on va faire la même, c'est similaire aux situations qu'on va voir tantôt dans les lancers, là. C'est une question de discipline, c'est une question d'avertir un athlète. Tu pries la perche d'un autre sans lui demander la permission. On peut si l'athlète arrive et dit hey, il a pris ma perche, là, bon, on peut avertir l'athlète, comme je vous l'ai dit tantôt. On commence toujours par un avertissement verbal. Si l'athlète continue, on va lui donner carton jaune. Parce que c'est une conduite antisportive. Il faut que tu aies la permission de l'athlète pour utiliser sa perche. Ici, lorsqu'on est la jambe libre dans les triples sauts, là, on écrivait, c'était marqué durant son saut. Puis là, les gens interprétaient ça comme étant seulement la dernière partie du triple saut. Le saut cloche-pied, le hop, skip and jump en anglais qu'on appelle, ils utilisaient uniquement la partie ah non, il ne faut pas qu'il touche à la dernière partie. C'est peu importe dans tout le saut, c'est pas important. Là. Donc, on enlève durant son saut. Le fait pour un athlète de toucher avec le sol de sa jambe libre ne sera pas considéré comme une faute, point. Peu importe l'étape où il est dans les triples sauts. C'est aussi simple que ça. C'est ça qu'on faisait, nous autres, mais il y a des interprétations ailleurs qui disaient non, ce n'est pas la partie saut, parce qu'on définit le triple saut avec 3 étapes. Là, c'est peu importe, pendant tout le saut, c'est pas grave. Peut toucher avec la jambe libre, peut toucher à la terre
sans que ça occasionne aucun problème. Fluide corporel, on ne permet plus les gens de cracher sur les engins ou dans leurs mains pour mettre autour de l'engin. Ça, on l'a vécu, ça aussi à Santiago, Jeux panaméricains. L'athlète dit, ouais, qu'est-ce que je peux faire? Prends de l'eau. On peut permettre aux gens de mettre de l'eau au lieu de mettre du crachat. C'est pas un problème, ça. C'est l'humain qui va être glissant, du fluide. Mais on dirait que pour certaines personnes, dans certaines disciplines comme le disque, il va absolument avoir une espèce de affaire gluant ou des doigts, là. Mais on ne permet plus de crachat ou toute autre forme de fluide corporel. Mais on permet aux gens de prendre de la craie puis de l'eau, puis s'ils veulent faire une petite pâte, comme ils auraient fait autrement. L'aide interdite dans les lancers. Bon, la première page qu'on voit là, ça n'a pas changé. C'est toutes les mêmes choses. On ne peut pas mettre les deux doigts, mettre deux ou plusieurs doigts ensemble avec du tape. On ne peut pas avoir un expédient d'autre nature que ce soit. On ne peut pas utiliser des gants sauf le marteau. Puis lorsque le marteau, il faut que les doigts soient ouverts. Et ces éléments-là n'ont pas changé. Ça, on ne peut pas mettre répandre sur le cercle la craie, par exemple. Là. Ce qui a changé ici, c'est qu'avant, il était interprété différemment. Vous voyez la ligne qui est barrée, là, le juge arbitre décidera des mesures appliquées. On ne fait plus ça. Là. On fait juste la même affaire que tantôt. On a dit pour le son à perche, d'utiliser la perche d'un autre. Là. J'avertis l'athlète de ne pas le faire ça. Donc, ça va être toute une éducation parce que c'est une pratique qui existe depuis très longtemps. Là. Ça va être au juge en chef, au juge arbitre, le juge en chef surtout, là, qui va être la personne qui va être à côté des athlètes, de dire non, on ne fait plus ça. Dans vos briefings du début, il faudra le mentionner pendant un bon bout de temps pour que tout le monde soit au courant qu'on ne permet pas de ça. La première chose, c'est un avertissement verbal. Il ne va pas être oublié, c'est correct. Mais si tu le refais, là, tu vas montrer un carton jaune. Mais évidemment, c'est le juge arbitre qui décidera qui devra faire cette tâche-là. Mais on n'a plus de mesure là, de décider la mesure à appliquer. Bon, on est dans telle compétition, on le fait, dans telle autre, on ne le fait pas. Il faut être consistant puis constant dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est plus à la décision du juge arbitre, c'est maintenant. L'essai sera quand même considéré comme un échec. Là. Alors, si on n'a pas de conformité à cette règle-là, ce qui est important de retenir, c'est pas le juge qui va décider s'il va être le juge arbitre qui va décider s'il va être comme un échec ou pas. C'est considéré comme un échec. Alors, la partie en stade ou intérieur ou short track maintenant qu'ils appellent en anglais, tout ça, c'est pour dire que maintenant, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de champion. Non, c'est pas vrai. Il n'y a plus de record du monde intérieur, il y a des records du monde. Tu peux faire le record du monde de perche à l'intérieur ou à l'extérieur. Ils ont décidé d'abolir. Pour bonne raison, bonne chose ou pas, on verra. Mais ça veut aussi dire que tu peux faire un 50 mètres ou un 60 mètres à l'extérieur qui peut battre un ancien record intérieur. Donc, ça ouvre les portes à différentes choses. Donc, abolir les records intérieurs, c'est tout ce que ça veut dire. Peut-être que nous, dans nos records provinciaux, on ne va rien changer, puis les records nationaux ne vont peut-être pas changer, mais les records du monde en salle, ça n'existe plus. Non. Quand on. Je suis encore un bout qui cache mes affaires, là. Si un athlète, on doit demander à l'athlète qui n'est pas en règle quand on a une aide interdite. Là, okay? Si l'athlète ne le fait pas, il sera considéré comme un échec. On a vu ça tantôt. C'est-tu la même chose que tantôt, ça? Oui, t'as reculé, Daniel. J'ai reculé ou avancé? OK. Désolé. Bon. Alors, j'avance. D'ainsi. Désolé. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais deux fois la même slide. Là. OK.
Et ils vont prendre des mesures. Vous allez poser la question, là, les courses extérieures, il y a du vent, les courses intérieures, il n'y en a pas. Bien, World Athletics va considérer ce genre de choses-là, il va adapter les circonstances, les exigences pour les mesures en fonction du vent. À suivre. OK, on approche la fin, là. 4e carton rouge dans les disqualifications lorsqu'il y a une zone de pénalité. La section noire qui est là était juste oubliée. Là. Ça veut dire qu'en absence d'une notification par le juge en chef ou le juge en chef adjoint, l'athlète est considéré comme disqualifié pareil. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu l'occasion de lui montrer le panneau rouge que ça ne s'applique pas. C'est dans le 54.7.1, c'est marqué, mais ce n'était pas marqué dans le 54.7.5. Alors, on l'a juste rajouté. Puis, ce qui est des épreuves de marche, bien, il y a une nouvelle épreuve cette année qui va avoir lieu au championnat du monde, au championnat d'équipe et par équipe et aux Jeux olympiques. J'ai hâte de voir ça. Ben, je l'ai vu à Santiago, mais je vais le revoir à Paris. Il y a une relais mix, un marathon, c'est que le premier athlète fait 11 km, l'homme fait 11 km, la femme fait 10 km, l'homme revient pour faire 10 km, puis la femme fait, non, pas vrai, excuse, 11,195 pour le premier participant, 10 km, 10 km, 10 km et 11 km pour la dernière participante, pour faire un total de 42,195. Donc, c'est un marathon réparti avec 2 participants. Et puis là, ils sont en train d'explorer d'autres possibilités, d'autres relais, relais à 4 personnes, relais dans des plus longues distances. Il y a toutes sortes de choses possibles, mais cette règle-là, 14 était rajoutée, 54-14, au cas où il y aurait des nouvelles épreuves. On veut explorer d'autres possibilités parce qu'il y a plus de 50 km, ça n'existe plus. Ça avait été remplacé, le dernier 50 km a eu lieu à Tokyo. L'année suivante, quand on a eu les championnats du monde en Oregon, il y avait un 35 km. L'été passé, on a fait un 35 km à Budapest. Mais même là, il va y avoir un 20 km homme, un 20 km femme, puis une épreuve de marathon en par équipe. Donc, on se donne la possibilité d'avoir d'autres règles. C'est pour des participations dans des épreuves qui n'existent pas encore. OK, cross-country, bon, c'est de la cuisine. Là. On a modifié la règle. On enlève la règle qui dit seulement obligatoire dans les championnats. C'est juste la cuisine, ça. Et ici, les relais, nous aussi, comme il y a eu des relais maintenant à la marche, il y a des relais dans le cross-country. Et on explique qu'est-ce que c'est la transmission. Là. On ne peut pas se faire en dehors de la zone de transmission, etc., etc. Là. C'est aussi ce que j'appelle la cuisine. Là. Si un athlète ne respecte pas cette règle, son équipe sera disqualifiée, comme dans n'importe quel relais. Là. Puis on donne les drapeaux d'1 mètre de chaque barre, etc., etc. 2 mètres par 1 mètre, une hauteur minimale de 2 mètres pour indiquer où est-ce que la zone de transmission commence et termine. C'est nouveau pour le cross-country. Et les dernières parties, là, très rapidement, il va y avoir des changements l'année prochaine. Ça, c'est les souliers. Alors, ceux qui sont impliqués comme Mandy là, ou à Chambre d'appel, là, il va y avoir des nouvelles règles qui vont s'appliquer à partir de 2024. 1er novembre 2024, on s'entend. M'excuserez, je n'ai pas traduit cette diapo-là. Mais les règles sont disponibles sur le site de World Athletics. Ensuite, le javelot de 700 grammes va changer à partir de 1er avril 2025. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils se sont rendus compte que c'est pas juste pour les 18 ans et moins, là. C'est utilisé pour les maîtres, les masters. Là. Donc, ça va affecter plus que juste les plus jeunes. Là. Et, donc, ils ont fait des calculs, les mesures, tout ça. Ce qui arrive, voici ce qui arrive. Ils changent le centre de gravité et ce qui va faire que le centre de pression va changer aussi avec des nouvelles mesures. Là, et pour que le javelot tombe plus rapidement comme un javelot de 800 grammes. Et pour ceux qui s'intéressent, ils sont en train de faire les mêmes genres
simulation, calcul pour le javelot de 600 grammes qui n'a pas changé depuis sa conception. Le 800 grammes a changé en 1984, 1er avril 1985, mais le 600 grammes n'a pas changé depuis ses débuts. Alors là aussi, c'est à voir. Et voilà, ça c'est le texte intégral de ce que je vous ai vu. Vous pouvez aller le voir aussi sur World Athletics. Mais comme je vous ai dit au début, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là, cette présentation-là va se retrouver sur le Athletics Canada, sur le site de Athletics Canada. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. JR. Salut Daniel, merci pour la présentation. Est-ce que tu m'entends, oui? Oui, parle un peu plus fort. Parfait. Moi, il y a un règlement qui me titille un petit peu. C'est celui au départ, lorsqu'un athlète Twitch qui a le potentiel d'être chargé du faux départ, si ses collègues partent. Non, c'est pas un faux départ, Jean. OK. Tu regarderas 16.5, il n'y a pas eu de coup de pistolet. Fait que si un athlète bouge, puis il a fait partir d'autres à côté, puis il n'y a pas eu de coup de pistolet, c'est un avertissement, c'est un carton jaune. C'est une conduite antisportive. OK. Le 16.7, le faux départ, c'est un faux départ visuel. Le 16.6, c'est un faux départ quand il y a un système électronique de 0.1 seconde. Là. Mais le 16.5, ça dit, le starter va les faire relever. Là. On a vu ça tantôt, là? Mais Daniel, c'est quoi les critères objectifs qui te permettent de dire que l'athlète qui a twitché est fautif? Ou qui a causé quelque chose? Mais vraiment des critères objectifs. Là, on veut standardiser, normaliser la procédure de départ. Là. Oui, d'accord avec toi. Il va toujours avoir on a beau mettre des critères objectifs, il va toujours avoir de la subjectivité là-dedans. Malheureusement. C'est un athlète qui va qui va bouger et qui a un cause à effet par son mouvement va faire bouger quelqu'un d'autre. Ça c'est un carton jaune. Ça, c'est une conduite antisportive. Je ne réponds pas à ta question parce que je n'ai pas de réponse à te donner, de dire c'est une question claire. C'est la définition de ce qu'on a dit, c'est que s'il a fait bouger l'autre. Il faut que tu sois sûr qu'il a fait bouger. Mais ça se peut-tu que celui ou celle qui a bougé à côté soit particulièrement réactif, puis que la même Moses de situation, 2 compétitions plus tard, l'athlète qui a été, mettons, averti à la première compétition, la même chose se produit, puis il n'y a personne qui bouge autour. Tu sais, moi, honnêtement, si tu me demandes d'interpréter ça, je vais avoir de la misère en tabarouette. Là. Il me semble que c'est excessivement compliqué, mais c'est parce que tu dis que vous l'avez collé à la classique Héloïse. C'est quoi, qu'est-ce qui a justifié ça? Comment la décision s'est prise? Ben, je peux l'expliquer parce que j'étais là, puis j'étais le juge arbitre de départ. Là. Ce qui est arrivé, c'est qu'une athlète dans le couloir, tu as 8 couloirs, je pense. Tu me corrigeras, Chantal, il y en a peut-être juste 6, je ne me souviens plus. En tout cas, les 3 derniers couloirs, mettons qu'il y a 6 couloirs, couloir 4, 5 et 6, l'athlète dans le couloir 5 a twitché vraiment, là, puis c'est pas juste un petit coup d'épaule, vraiment sorti, pas sorti des blocs, là, vraiment là, avancé de plusieurs centimètres des épaules qui a fait sortir les autres à côté. C'est ça, c'est un mouvement qui a causé les 2 autres à côté à bouger. Mais depuis quand que les athlètes s'élancent sur un... Pardon? Non, excuse-moi, vas-y, je t'ai interrompu. Vas-y. Non, mais si tu as le couloir, l'autre diapo qu'on a vu, si le couloir 8 fait un petit mouvement, mais c'est le couloir 1 qui bouge, là, puis il n'y a pas de cause à effet. Là. Je comprends. Fait que, pas parce que tu as bougé avant le pistolet, puis si tu replacé, que tu vas nécessairement avoir un carton rouge. Un carton jaune, excuse. Un carton jaune. Mais
Non, je n'ai pas de réponse objective à te dire dans tous ces cas-ci, ça va être X, puis dans tous les autres cas, ça va être Y. OK. Il va y avoir encore des questions de jugement, puis des questions de considérer qu'il va y avoir un starter, puis un starter de rappel, puis un juge arbitre de départ, puis après consultation, ben, on va décider qu'est-ce qui est bon. OK. En tout cas, j'aimerais vraiment vivre une situation comme celle-là pour pouvoir me faire une image très claire de c'est quoi cette situation-là. Parce que je vais t'avouer que je suis un petit peu dans le flou là, comme starter là, par rapport à ça. Ah ouais, ben, je comprends parce que c'est difficile à décrire. On n'a pas de vidéo à te montrer, là. Regarde, on va se Mais voir la fin de on est. semaine, là. J'étais juste à côté, moi. Puis moi, je pensais que c'était 3 faux départs. Puis c'est là que Daniel m'a dit non. Le corridor 5, il a créé le problème que le corridor 4 et 6, ils ont décollé parce qu'ils pensaient que c'était le temps de décoller. Fait que le corridor 5 a eu ce carton jaune-là. OK, mais Ouais. c'est-tu la même chose que quand tu sais, quand, mettons, le starter juge que l'athlète est parti au coup de pistolet? Il y en a qui sont assez capables, qui sont pour pas l'avoir fait, mais l'avoir vécu dans une autre que moi quand j'étais athlète. T'en as là, qui sont capables de prédire, puis ils partent juste au moment que le pistolet est donné, là, puis il y en a qui vont considérer ça faux départ, puis on a eu cette situation-là à la compétition Héloïse. Moi, la façon que j'étais placée, il est vraiment parti dans mon coup, alors que Mandy et toi, la façon que vous êtes placés, vous l'avez vu différemment. Ouais. Ça restera, Jean, toujours une discussion entre starters puis prendre la décision la plus plausible, là. Mais il n'y a pas de règle écrite qui dit si tu bouges de 2 cm des épaules, tu fais ci, tu fais ça, telle autre affaire. Tu sais, ça peut être c'est marqué par un mouvement ou un son. Moi, je me souviens des années, quand mes débuts de starter, il y en avait un qui était fort à faire un p'tit, faire bouger les autres à côté de lui, là. Fait que par son, il a fait bouger les autres à côté. Fait que c'est ça que tu veux que ça soit fair pour tout le monde. OK? Donc, quand il y a des situations où c'est pas fair pour certains et que certains ont causé le problème, ben, mais on n'a pas disqualifié l'athlète. On lui a donné un carton jaune pour dire que c'est de la conduite antisportive. Elle a participé, la course s'est déroulée, elle a pas. Dans le temps, là, on aurait dit il faut départ couloir 5 parce que tu as fait bouger les autres. Mais c'est pas ça. C'est pas un faux OK. départ, c'est un antisportif. Mais tu sais, officiellement, il y en a une façon objective de, de régler ça, c'est que le signal de départ est donné par un coup de fusil ou un système de départ autorisé par la Fédération internationale. Fait que si, tu sais, s'il n'y a pas eu de coup de fusil, ben, il n'y a pas eu de départ, là, tu sais. Oui, Je- les situations ne sont pas toujours claires. Ils ne sont pas toujours, pas identiques d'une course à l'autre. Puis d'une situation à l'autre, tu n'as jamais deux situations que tu peux comparer, dire tu as fait ça telle place, c'est telle chose. Non, nous, on fait ça différemment. C'est pas qu'on fait ça différemment, c'est que la situation est différente. Tu n'as jamais deux situations où un athlète à gauche bouge, l'autre à droite bouge, etc. Parfait. Merci. Merci, Daniel. Quand tu as un coup de pistolet, c'est facile. Ben, c'est facile, disons. C'est plus facile. Mais quand il n'y en a pas, c'est la question. Bon, Gilles. Exact. Oui, moi, c'est plus une préoccupation que j'ai en fonction du nombre de nouveaux règlements ou de changements de règlements ou d'ajustements de règlements. On se rend compte par les années que les entraîneurs sont plus ou moins, certains entraîneurs sont plus ou moins au courant des règlements. Et parfois, comme officiel, on leur apprend des choses. Là, je ne sais pas à qui adresser mon commentaire ou mon souhait, mais est-ce que ce serait le fun que les entraîneurs écoutent cette présentation aussi pour être au fait des nouveaux règlements, pour s'ajuster eux-mêmes et en informer leurs athlètes? Tu sais? En tout cas, ça, c'est mon souhait parce qu'on se rend compte par les années que les entraîneurs ne sont pas tous au courant, surtout les entraîneurs qui ne sont pas nécessairement seniors, les entraîneurs qui arrivent et tout ça, là.
dans Je le vais répondre portefeuille. à la question, Daniel. Vas-y, Serge. Juste te dire que la même présentation va être faite aux entraîneurs au mois de février. Ouais. Fait que ceux qui s'inscrivent et qui vont suivre la formation vont avoir l'information. Sinon, ils vont l'apprendre sur le tas et certains vont peut-être l'apprendre à la dure. Et je peux pas OK. dire d'autre chose. Mais Donc, ça va être offert. bon, il va y Ça avoir va une être offert. occasion pour qu'ils puissent au moins se mettre à jour là-dedans. OK. Ouais. Merci. Et je te dirais, Gilles, que j'ai rencontré des entraîneurs depuis quelques mois, là, peut-être plus, qui ont fait le 101 puis le 201 pour les officiels, là. Ah, c'est bon. Donc, il y a des gens qui s'intéressent, ça intéresse pas parce qu'ils veulent devenir officiels, mais qui veulent savoir. Parce que peut-être qu'ils ont eu une compétition où un athlète a été disqualifié puis ne savait pas pourquoi, ou qu'un athlète officiel a dit, tiens, le cas classique, là, Karim, tu n'as pas le droit de rire. L'athlète qui saute, la barre fluctue, puis l'athlète sort du matelas, puis la barre tombe, puis l'athlète dit hey, je suis sorti du matelas avant que la barre tombe, tu sais. Puis là, tu lui dis non, non, c'est pas une règle. Puis il dit mon entraîneur m'a dit que c'était ça. Bon, Mhm. c'est clair qu'il y a des manques d'éducation de ce côté-là. Mais de plus en plus, j'ai parlé à 2, 3 entraîneurs, là, puis certains qui sont pas juste avec certains qui sont avec les plus jeunes puis qui veulent apprendre tout de suite, certains qui sont des plus vieux routiers, là, puis qu'ils commençaient à poser des questions, même qu'il y a Luc Lafrance qui a proposé qu'on devrait faire des capsules pour les entraîneurs. Aujourd'hui, on Très parle bon. de sauts horizontaux. Très bonne idée. On met disponible sur, je ne sais pas, moi, Athlétisme Québec. Puis si vous voulez aller voir qu'est-ce que c'est, tous les règles sont expliquées et vous allez comprendre pourquoi si vous suivez ça, vous allez comprendre quand vos athlètes ont des problèmes sur le terrain. OK, Mais merci. pour ça, il faut les faire. Hein? Le nombre d'heures que ça prend pour préparer une présentation comme celle-ci, là, imaginez-vous, si on veut faire des capsules sur chacune des disciplines, ça peut être très long. Là. Puis ça prend des ressources aussi. Puis je ne voudrais pas faire une présentation puis que ça a l'air amateur. Mais au moins, si la présentation d'aujourd'hui peut être rendue disponible, j'imagine là, elle va être rendue disponible sur le site de la Fédé. Oui, elle va être disponible sur Athlétisme Canada. Je ne sais pas à partir de quand, là, mais Serge pourrait Athlétisme répondre à cette Canada. question-là. Elle La va fédération. être sur YouTube. Ouais. Sur YouTube. OK. Fait qu'on peut tous aller revoir sur YouTube, puis même si on continue, là, même les questions de la fin vont être là. Si quelqu'un a des questions, des discussions, ben, ils vont pouvoir les voir. Alors, je sais que je vous ai pris pas loin de 2 heures. Là. Il y en avait beaucoup cette année de changements de règles, des modifications. Mais ce qui est important de noter, c'est que World Athletics change. Ils essaient que toutes les compétitions à travers le monde soient conduites de la même façon. Alors, ça, je l'ai mentionné au début. Nos compétitions provinciales, un athlète du Québec peut faire des points aux compétitions provinciales. Ce n'est pas des gros points, mais il peut en faire. Puis ça peut lui permettre peut-être de changer de place dans le classement mondial. Donc, on ne peut plus se permettre de dire, nous, on fait ça différemment. C'est sûr que les classements mondiaux, on parle de U20 puis senior, là. On ne parle pas de catégorie en bas de ça. Là. Mais ce qui est important aussi de noter, c'est qu'à cause du fait que le World Athletics peut changer de règle 3 fois par année, là, comme c'est arrivé cette année, ben, ils ne publieront pas de livres. Ils vont mettre à jour leur document PDF. Et puis, ils ne prennent plus le temps non plus. Comme je disais, c'est important d'identifier c'est quoi les changements. Donc, un officiel devrait toujours être à jour. Alors, ce que moi, je vous propose, c'est que aussitôt que quelqu'un sait qu'un changement est arrivé, bien, qu'on s'avertisse les uns l'autre. En tant que président du comité, moi, j'ai l'intention, quand j'entends parler d'un règlement dont on va le diffuser à tout le monde, même si ça ne touche pas, si quelqu'un qui est en lancé, c'est un règlement qui change dans les courses, c'est pas grave, on va l'envoyer à tout le monde pour que tout le monde soit au courant. Vous avez vu, il y avait des changements qui sont arrivés le 3 mai. Moi, j'ai su parce que je n'étais pas allé voir sur le site World Athletics, mais je n'étais pas allé voir depuis l'hiver.
Je l'ai su au mois de juillet qu'il y avait eu des changements au mois de mai. La diffusion d'informations ne s'est pas faite très, très bien partout à travers le Canada. Donc, encore là, c'est important qu'on soit au courant, mais c'est important qu'on soit au courant quand il y a des changements. Donc, on prend sur nous d'avertir tout le monde par un courriel, comme tous ceux qui sont affiliés, qu'on aura, s'il y a des changements à apporter, mais que les gens puissent le prendre. Puis, Le savoir, l'apprendre et les connaître. puis, juste pour vous dire, comme quoi que si jamais les règles changent au niveau du World Athletic, c'est que quand vous allez downloader votre document PDF du site, regardez la date qui a été mise sur le site. Si jamais la date change, c'est là que vous devez vérifier quel règlement qui a été changé. Parce que ce document-là est mis à jour automatiquement par la Fédération internationale. Puis juste un exemple là, qui est arrivé il y a 2 ans, ou je me souviens plus quand, à un moment donné, là, dans les concours où le temps était tombé à 30 secondes. Puis dans la même été, le règlement est revenu à la minute parce que la Fédération internationale s'était aperçue comme quoi qu'il y avait eu trop de plaintes ou en tout cas des commentaires abondamment que là, ils sont revenus à l'ancienne règle par rapport à ça. Fait que la Fédération internationale change à chaque fois qu'ils ont des conseils d'administration, les councils qu'ils appellent, là, change les règles et approuve des changements de règles dans ces réunions-là. Fait que des fois, c'est pas évident de les suivre et les apprendre, là, puis même nous, là, on les sait parce que un moment donné, je vais fouiller sur le site, là, puis on les a, là, mais par rapport à ça, ça peut être chaotique. Juste pour vous dire, juste pour revenir au règlement de relais là, qu'on parlait tantôt, la confirmation des relais, le Comité national a déposé à Athlétique Canada une demande que la règle revienne comme à l'ancienne règle d'une heure avant. Malheureusement, on était hors délai. Puis le comité des règlements n'a pas jugé comme quoi que qu'il y avait une urgence dans la demeure. Fait que là, ils vont la redéposer en mois de juin pour peut-être être adopté là, par rapport à ça. Fait que ils ont comme repoussé là, la demande notre demande pour modifier les heures. Fait que présentement, jusqu'à preuve du contraire, comme Daniel disait tantôt, championnats nationaux intérieurs. C'est dans la chambre d'appel où les équipes vont pouvoir confirmer. C'est pas juste, ils vont pouvoir confirmer l'ordre et qui court de chacune des équipes. Fait que va falloir s'installer avec un bon système de communication là, parce que on va peut-être courir un peu plus. Mais en souhaitant qu'on puisse le régler avant, mais présentement, là, ça se peut que l'été prochain, quand on fasse les essais olympiques, que la règle a été adoptée par Athlétique Canada, qu'on revienne à l'heure, là. Mais présentement, là, c'est pas ça qui est adopté. Là, je vais vous partager, quand vous téléchargez, est-ce que vous voyez là, mon écran maintenant? Non? Oui. Quand vous téléchargez ce que j'ai téléchargé tantôt, là, avec la règle de compétition, puis c'est la même chose pour les règles techniques, il y a les amendements qui sont marqués au début, là. Il y a peut-être plus 2 barres sur les côtés pour dire qu'est-ce qui a changé, mais on nous dit la date, puis quand est-ce que ça rentre en fonction, les numéros de règles, puis qu'est-ce que la définition, c'est quoi l'objet du changement. Donc, lorsqu'on va voir, et comme Serge le dit, la date sur le site web va dire si la date a changé, et quand vous allez télécharger, vous allez être capable de voir c'est quoi les changements parce qu'ils vont être notés ici en bas de page. Ça va être, mettons, le 18 novembre, non, mettons le 18 mars, ils ont décidé qu'à partir du 1er novembre 2024, telle règle, le numéro de règle va changer. Voici pourquoi. Donc, au moins, même s'il n'y a plus les 2 barres en avant pour dire voici les changements, les règles qui ont changé sont identifiées ici, puis ça nous permet de pouvoir suivre et d'aller relire la règle. Mais pour ceux qui étaient là à la réunion annuelle, là,
Je vous ai dit, un officiel devrait toujours être au courant, devrait toujours se tenir à jour. Je ne changerai pas d'opinion là-dessus. J'encourage même, je ne vous demande pas d'aller voir le site web de World Athletics à tous les jours, là, mais si jamais vous avez, si jamais quelqu'un a vent, entendu qu'il y a eu des changements de règlement, puis on va valider cette information-là, puis on pourra voir de Athletics Canada ou de World Athletics que c'est vrai qu'il y a un changement, on la diffusera à tout le monde pour que tout le monde soit au courant et à partir de quand est-ce que cette règle-là s'adapte, est en fonction. Ça va? Pas d'autres questions? Vous dormez tous parce que ça fait un bout de temps qu'on parle. Non, mais tu merci. nous avais dit d'être mutés, on s'est tous fermés. OK. Merci, merci de Daniel. votre présence. Nelson et Julie, on Puis- te dit merci, Daniel.